Bon, il est 30 et bonjour tout le monde, bienvenue à tout le monde. Ça me réjouit beaucoup, de vous souhaiter la bienvenue ici dans ce webinaire sur, le langage inclusif en français et puis on a des expertes très spéciales avec nous qui je vous présenterai juste après. Donc c'est Louise et Charlotte et puis justement, il faut aussi pas oublier les gens qui travaillent derrière, c'est Barbara, qui nous aide aussi à gérer ce webinaire. En tout cas, ça me réjouit beaucoup que vous soyez là et puis, nous discutons aujourd'hui justement de ce langage inclusif en français. Qu'est-ce que c'est? À quel but utiliser le langage inclusif? Et puis quels avantages est-ce que ça a pour les entreprises? Et puis voilà, moi je suis Nadia, je suis la CEO et la cofondatrice de Wittyworks. Nous avons, développé un outil pour le langage inclusif que je vais vite vous montrer après aussi. Et puis comme vous l'entendez, je suis pas de langue maternelle française, donc si jamais excusez-moi mon accent et puis aussi peut-être il y aura des mots qui me manqueront, mais bon, je pense vous pouvez, m'excuser ça. Hem, donc mais avant, de commencer maintenant, j'aimerais juste un peu sentir la température avec vous et puis savoir, avec un petit Mentimeter, ma qui apparaît maintenant. À quoi sert le langage inclusif pour la place de travail ou la marque? Et puis, c'est des mots que vous pouvez juste écrire. Soit vous allez sur menti.com et puis vous utilisez le code qui est noté ici. Soit vous pouvez aussi faire ça directement avec l'application qui vous est annoncée euh, sur Zoom. Donc, allez-y seulement. J'aimerais bien savoir qu'en pensez-vous? À quoi sert le langage inclusif pour la place de travail ou la marque? Pour être inclusif, hein, merci. Donc aussi dans son comportement, je pense. Aligner les valeurs, oui, tout à fait. C'est sûr que le langage exprime aussi la culture d'entreprise pour l'équité. Être dans l'air du temps, bah oui, parce que c'est un grand mouvement de diversité et inclusion. En fait, il y a certains scientifiques qui disent que c'est une des développements les plus importants dans les prochaines 50 années, ensemble avec la digitalisation. Attirer plus de talents, ouais, et on a des différents use cases dont on va en parler. Mieux recruter. Dans le marketing, pour être sûr qu'on adresse tout le monde, ça veut dire tous les groupes cibles. Et c'est une attitude, j'aime beaucoup aussi, parce que ça vient aussi de l'intérieur. C'est pas seulement quelque chose qui est une force de l'extérieur. Très bien. Je vois, il y a plein d'activités, c'est super. Merci beaucoup, pour, vos insights et vos idées ici. Hem Et puis maintenant, on passera déjà au prochain point de notre programme. J'aimerais bien, interviewer Charlotte. Mal alors, avec Charlotte, on va parler de la question: «Pourquoi le langage inclusif est-il essentiel pour transformer la France d'aujourd'hui?» Et puis, bienvenue Charlotte. Toi qui es traductrice en français inclusif et experte en communication, ça se voit aussi très clairement parce que Charlotte, tu as fondé ensemble avec plein d'autres spécialistes, linguistes, tu as fondé la Révolution et l'évolution inclusive. C'est un Mmh. collectif de nombreux traducteurs professionnels indépendants de toute l'Europe qui travaillent sur le français inclusif. Donc et quand tu crées pas de standard pour le français inclusif, bah, tu aides à des startups et des scale-up à développer leurs activités en France ou en Suisse romande, en traduisant justement les documents clés. Donc c'est vraiment une des expertes les meilleures qu'on peut avoir dans ce domaine. Merci Merci, beaucoup pour être là. Et puis il faut aussi merci. dire très avec beaucoup de gratitude que tu as travaillé avec nous pour justement sortir, Witty en français. Mmh. Donc, merci et puis, alors sautons dans les questions. Donc à toi l'experte, comment définit-on le langage inclusif en France? Alors, le langage inclusif ou comme on entend pas mal en France, l'écriture inclusive, c'est tout simplement une manière d'écrire qui consiste à représenter tout le monde et à éviter les stéréotypes. Donc ça, c'est une définition assez globale.
On entend souvent d'écriture inclusive, dans la visibilité qui est donnée aux femmes et au genre de manière générale. Mais ça va bien au-delà de cette question du genre. Ça regroupe en fait un peu tous les critères de discrimination qu'on essaye de ne pas reproduire dans la langue, comme, le handicap, l'âge, la couleur de peau, l'apparence physique, les origines et cetera et cetera. Et puis en entreprise, il va y avoir aussi cette dimension de collaboration, de langage, heu, qu'on essaye, de comment dire? D'avoir des messages qui vraiment favorisent la collaboration et pas, la compétition entre les gens et cetera, pour, favoriser aussi, l'esprit d'équipe, le travail en équipe. Hem et puis dans cette, dimension du langage inclusif, il y a aussi la dimension du langage clair parce que, pour moi en tout cas, un texte ne peut pas être inclusif s'il est pas compris du plus grand nombre. Et donc il y a aussi cette dimension-là, qu'on a intégrée à Wiki aussi, parce que ça fait partie, de l'inclusion en fait, de pouvoir avoir un message qui soit compris du plus grand nombre. Merci, c'est très intéressant parce que ça montre aussi que, comme en allemand d'ailleurs, quand on parle de langage inclusif, ça ne veut pas seulement dire du langage non genré ou le point Oui, médian, mais ça va vraiment dans toutes les différentes dimensions de diversité. oui, c'est ça, exactement. Et puis j'aime bien aussi, tu as mentionné, c'est aussi par rapport à la collaboration. Comment on peut créer en fait une sorte de lieu où tout le monde se sent adressé et engagé, et puis on fait ça Mmh. aussi avec le langage. Mais alors, qu'est-ce qui est difficile en français, si on veut utiliser le langage inclusif? Parce que je pense qu'il y a des gens qui disent: «Ouais, mais je l'utilise pas, c'est trop compliqué». Oui, il y a bah, déjà, il y a un peu, des idées reçues sur l'écriture inclusive, sur le langage inclusif et la première étape, je pense, en entreprise et même pour le grand public, ça va être de sensibiliser, les gens, en amont, justement, pour expliquer que c'est pas forcément si compliqué, qu'il s'agit pas de tout révolutionner, de tout changer, mais que, ça peut se faire petit à petit et cetera et cetera. Hem, la principale difficulté en français et tu parlais de l'allemand, c'est un peu la même chose pour, sur le plan du genre, c'est que, c'est une langue très genrée, et en français en particulier, il y a pas de neutre, donc Ouais, tout en est soit français, c'est masculin, encore pire qu'en allemand. soit féminin. Oui, on n'a pas le das, donc et on a la règle, de grammaire qui est, celle du masculin qui l'emporte sur le féminin. C'est une règle qu'on apprend à l'école primaire, hem et du coup, quand on parle d'une personne, soit dont on ne connaît pas le genre, soit, quand on parle d'un groupe mixte, on parle au masculin. La difficulté étant que pour le cerveau, c'est pas perçu comme du neutre. Le cerveau, perçoit vraiment le masculin, bah, comme du masculin, tout simplement. Il va au plus simple et c'est pour ça qu'il y a, un vrai enjeu dans le langage inclusif de représentation de tout le monde, notamment sur le plan du genre en français parce que c'est une langue très genrée et puis après il y a aussi, des expressions, qui vont être des expressions du quotidien, et qui ne sont pas, inclusives, qui se réfèrent à des stéréotypes et cetera. Comme, mettre sur liste noire par exemple, versus mettre sur liste blanche. Voilà, des expressions comme ça dont on ne pense pas forcément à mal quand on les dit, mais derrière il y a tout des stéréotypes en fait qui entrent en jeu. Et c'est très intéressant aussi ce que tu dis par rapport au générique masculin, parce qu'il y a eu plein d'études scientifiques qui ont Mmh, démontré justement que, ouais, on dit linguistiquement c'est neutre, mais en fait, dans notre tête, ça marche pas. Si oui. on entend masculin, on pense masculin. Et puis d'ailleurs, on a aussi fait ces études en anglais, qui linguistiquement est un langage neutre, mais même là, en fait, les images internes sont tellement imprégnées que même, si c'est un mot linguistiquement neutre, on a toujours, l'image d'un homme devant soi. Mmh, En fait, si mmh. par exemple on parle d'un doctor ou, de specialist, le 80 des gens pensent plutôt à un homme qu'à une femme. Donc même dans un langage neutre, ça apparaît Oui. encore ces images, et Mmh, c'est mmh mh. clair que dans une langue, genrée, c'est pire parce que ça, là, c'est vraiment l'article qui nous donne cette image encore en Oui plus. et c'est Ouais. pour ça que c'est important aussi d'avoir des représentations, dans les images aussi et autres que dans les mots, qui soient aussi diversifiées et c'est aussi comme ça que les choses évoluent aussi, Ouais. d'avoir, dans des campagnes de communication, d'avoir, bah, d'accorder autant d'importance aux images et aux mots qui sont utilisés, pour accorder les 2 en fait.
Et puis quel impact tu penses que le langage inclusif peut-il avoir sur la culture d'entreprise en France ou en Suisse romande? Hem, alors, il peut y avoir plusieurs choses. Déjà, le langage inclusif, ça permet tout simplement d'incarner ses valeurs, donc des valeurs de diversité et d'inclusion, qu'on peut incarner dans ses mots, dans ses messages, dans sa communication de manière, générale. Et puis, ça permet aussi en restant sur le plan du genre, de sortir de la binarité, donc de prendre en compte, les personnes non binaires qui sont, donc pour rappel des personnes qui ne se sentent, ni, exclusivement, femmes, ni exclusivement hommes. Et ça peut avoir un impact notamment dans les documents RH, dans les formulaires, se demander: «Est-ce que là, c'est important qu'on ait le genre de la personne? Si oui, comment on peut englober les personnes non binaires? Quelles options on peut proposer?» et cetera. Donc ça fait aussi partie de la culture d'entreprise, de se sentir, représenté, aussi dans les documents, hem, internes. Et puis de manière plus générale, le fait d'avoir un langage inclusif, ça permet de mettre en avant une culture d'entreprise inclusive et plus axé aussi, on le disait tout à l'heure, sur la collaboration et sur, le travailler ensemble avec, toute la diversité des personnes, qui constituent l'entreprise. C'est un outil, de la culture d'entreprise. C'est pas juste le langage qui va tout révolutionner, mais c'est un outil en plus quand on veut avoir une culture, inclusive. D'accord. Et puis, selon ton expérience, en fait, parce que tu travailles aussi avec beaucoup d'entreprises pour le langage inclusif, Mmh. justement en français, en Suisse romande, mais quelles sont les opportunités? Où est-ce qu'ils voient des opportunités, ces entreprises? Où est-ce qu'elles voient aussi des obstacles pour introduire le langage inclusif dans l'entreprise? Alors, les principales opportunités, ça va être, on l'a dit tout à l'heure, afficher clairement ses valeurs. Donc, quand on travaille avec des entreprises qui ont, une réelle envie, en fait, d'incarner, leurs valeurs de diversité, d'inclusion, de représentation de tout le monde, c'est un outil en plus. Ensuite, en termes de recrutement, il va y avoir, plus de femmes qui répondent, aux offres d'emploi et d'ailleurs, c'est ce qu'ont montré toutes les études, sur le sujet, que les offres d'emploi rédigées uniquement au masculin découragent les femmes à postuler. Et puis dans les offres d'emploi, il y a aussi, ce côté, langage, de la collaboration, de la coopération qui est important. Hem Et en termes de communication externe, ça va permettre d'attirer une clientèle qui est plus diversifiée et qui est aussi sensible à la diversité et à l'inclusion. Et parce qu'en fait, quand on pratique soi-même le langage inclusif, on voit tout de suite, ça nous saute aux yeux, quand on est face à une communication qui n'est pas inclusive et ça peut, voilà, rebuter, certaines personnes, notamment, la plus jeune génération, qui est, plus intéressée par ces questions-là et plus sensible à ces questions-là, en fait. Et puis au-delà de ça, pour les entreprises engagées, c'est, l'idée d'avoir un impact sociétal et de faire partie d'un mouvement, de lutte contre les stéréotypes et la discrimination dans la communication et de manière générale, au-delà. Parce que généralement, quand on a une communication inclusive, on s'arrête pas là, c'est d'autres engagements qui sont derrière. Hem, donc voilà, ça va être un peu pour les opportunités. Juste une petite question là. Ouais. Hem, est-ce que Est-ce que tu vois que si justement une entreprise introduit le langage inclusif, ça crée aussi des pensées qui vont plus loin que le langage juste, mais que ça commence aussi à faire réfléchir sur la culture d'entreprise et puis sur ses propres biais? Est-ce que tu vois là ouais, une corrélation? Oui, 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 complètement, parce que déjà souvent, la mise en place du langage inclusif dans une entreprise, ça va passer par des ateliers de sensibilisation, des ateliers de formation. Et ces ateliers-là, ils abordent justement toutes les questions de discrimination. Enfin, voilà, on essaye de faire des choses quand même assez pratico-pratiques, mais voilà, se rendre compte de ses propres biais par des petits exercices, des petits exemples. Et ça permet aussi de se poser des questions, notamment sur ben, la non-binarité de genre. C'est parfois des personnes qui n'y ont pas forcément pensé, qui connaissent pas forcément bien le sujet. Ça permet d'ouvrir aussi, le débat, d'ouvrir des discussions et ensuite, ces discussions se poursuivent, une fois les formations terminées et puis au fur et à mesure, quand on se pose des questions sur la manière dont on écrit, on va se dire: «Ah, ce mot-là, OK, peut-être qu'il est pas inclusif. Pourquoi? OK, il est pas inclusif parce que».
ça amène une représentation, par exemple, négative, du handicap. OK, je savais pas, mais peut-être qu'on peut creuser, savoir pourquoi et cetera et ça permet en fait de d'ouvrir un petit peu son esprit sur des questions auxquelles on n'avait pas forcément réfléchi. C'est un peu ça c'est parfois une porte d'entrée en fait Ouais, pour certaines OK, questions. super. Alors justement, tu parlais un peu des obstacles ou des difficultés d'introduire le Ben, langage inclusif? c'est souvent l'obstacle principal, c'est un peu le manque de connaissances qui amène justement toutes ces idées reçues, en particulier en France. Parce qu'en particulier en France, l'écriture inclusive a une dimension quand même assez politique. Hem, alors, elle est quand même de plus en plus utilisée, donc voilà, mais il y a quand même un manque de connaissances, notamment sur les alternatives au point médian, qui est souvent, un peu le point sur lequel se cristallisent, toutes les critiques sur l'écriture inclusive et une fois qu'on est passé au-delà de ça, qu'on a dit: «En fait, le point médian, c'est un outil, mais il y en a des dizaines d'autres. On peut faire sans, on peut faire autrement». Il y a tout de suite beaucoup moins de personnes qui sont réfractaires. Donc ça va être un petit peu l'obstacle principal pour moi, c'est le manque de connaissances qui est lié aux idées reçues et un petit peu à cette peur de devoir tout changer aussi, cette peur du changement et heu et une fois que ça a été débloqué, il va y avoir aussi deux choses principales que je vois. La peur de commettre un impair, de faire une erreur, c'est-à-dire que, OK, maintenant je veux communiquer en inclusif, mais j'ai peur de mal faire. Et Mmh. ça, c'est quelque chose qui peut mettre du temps un petit peu à se débloquer. Après, ce que je dis toujours, c'est que la première étape, c'est de commencer et puis petit à petit, voilà, on fait ça au fil du temps. De toute façon, la communication inclusive, c'est un apprentissage continu, donc on va forcément apprendre des choses au fil du chemin et c'est normal. Ouais. Hem, Ouais. donc Il voilà et faut aussi puis dire, que c'est jamais fini, non? Parce que les développements exactement. linguistiques, c'est continu et donc en fait, il faut s'adapter continuellement aussi et puis, faut pas Oui, avoir avoir, peur de faire la faute, plutôt c'est d'essayer, c'est au ça. lieu de rien faire, ouais. OK. Oui, c'est ça, exactement. Ne pas se mettre de cette barrière-là pour, justement ne rien faire, mais plutôt se dire: «OK, je me lance» et puis petit à petit, heu, voilà, on prend des nouvelles habitudes. Et on a besoin de ce temps-là qui peut être parfois un peu une difficulté en entreprise, mais besoin de temps pour généraliser la pratique, dans l'ensemble de l'entreprise, dans toutes les équipes. Ça passe par des formations, ça passe par de la pratique, mais voilà, ça peut, mettre un petit peu de temps à se mettre en place parfois et c'est complètement normal, hein, comme tout changement, en entreprise, ça met du temps à se mettre en place. Mais, voilà, c'est parfois, ce besoin de temps pour généraliser la pratique crée un petit peu des frustrations, heu, qui sont, qui se lèvent assez vite parce que voilà, petit à petit, chacune prend ses habitudes. Mais voilà, ça peut être un obstacle aussi. Super Charlotte, merci beaucoup. On s'arrête ici, pour ne pas perdre, la vue sur le temps. Mais Oui, merci beaucoup pour, ton input, c'était vraiment génial et super intéressant d'entendre ça d'une experte comme toi. Heu, merci. je passe à la prochaine question et pour savoir, en fait, pour ce webinaire ou en général, voilà, la prochaine question, elle est là. Quelles sont ou seraient, pour vous, les principales difficultés que vous rencontrez dans la mise en place du langage inclusif dans votre entreprise? Et puis là, j'ai mis 4 choix. Certainement, il y en a beaucoup d'autres, mais allez-y, votez seulement. Vous voyez en haut de nouveau le code, ou bien vous pouvez faire ça directement par l'intégration sur Zoom. Donc, on attend vos votes. C'est super, on en a une. D'accord, c'est aucune priorité de la part de la direction. Ça, on voit aussi qu'il y a plein d'entreprises qui commencent en fait à se poser des questions par rapport au langage inclusif seulement maintenant. Et puis, comme aussi Charlotte l'a dit, et puis c'est aussi notre expérience, il faut encore beaucoup de travail, de formation pour que les gens c'est surtout la définition du langage inclusif que moi, souvent, je trouve c'est une barrière parce que beaucoup pensent seulement au genre et ils pensent seulement au point médian. Pourtant, quand on parle de langage inclusif, c'est vraiment dans toutes les différentes dimensions de diversité.
Et puis, il n'est pas facile de l'étendre à l'ensemble de l'entreprise de façon cohérente. Très bien, ça, on en fait aussi cette expérience et souvent on a fait à une directrice, mais sur le langage de l'entreprise, mais ou langage inclusif qui devrait être utilisé. Mais après, bon, c'est pas que je vais regarder sur un PDF à chaque fois que j'écris un email. Est-ce que vraiment, c'est selon cette directrice trice? Très bien, merci beaucoup pour vos votations. Passons donc, au prochain et puis pour ça, il faudra, partager mon écran. Parce que moi, ce que j'aimerais bien vous montrer, c'est comment on peut utiliser, hem le langage inclusif, mais avec un outil digital, parce qu'on vient de parler justement que des fois, c'est différent à implémenter le langage inclusif de façon cohérente dans toute l'entreprise. Et c'est pour ça que nous, de notre entreprise Wittyworks, on a développé un outil, c'est un assistant linguistique qui s'appelle Witty, qui est renforcé par l'intelligence artificielle, avec lequel vous détectez les biais et puis vous pouvez construire une culture inclusive. Vous verrez comment ça marche. Donc, mais déjà pour les quelques données là déjà, on a vu, dans notre travail, dans nos recherches que les entreprises aujourd'hui manquent encore des solutions simples et tangibles en matière de l'inclusion, égalité et de diversité. Souvent, c'est des formations très traditionnelles et puis, ils ont pas un effet très long terme, hein. On trouve ça intéressant et tout, mais 2 jours, 3 jours après, ben, on ne sait pas trop comment vraiment intégrer ça dans la vie quotidienne et c'est pour ça qu'on voit en Europe, il y a seulement 7% des entreprises européennes qui ont réellement mis en place un lieu de travail inclusif, hein, donc très peu, comme on voit et ce qu'on sait aussi de différentes études qui ont été faites que 70 du contenu image de marque employeur, en fait, est écrit d'une façon que ça dissuade les talents divers. C'est-à-dire, ça utilise encore un langage très traditionnel, c'est-à-dire des années 80 où c'était un langage très, justement, on mettait beaucoup de connotations sur la performance et la compétition, comme Charlotte disait. Et ça, c'est quelque chose qui dissuade les talents jeunes, dissuade aussi les talents féminins. Et on a aussi fait des études, avec une université suisse sur ChatGPT et aussi Microsoft Copilot pour savoir si ces large language models sont en fait capables d'écrire de façon inclusive et puis on a trouvé que même si on les prompte d'écrire inclusivement, ils n'y arrivent pas. C'est parce qu'ils ont été entraînés avec du contenu qui soi-même est biaisé, donc ils n'arrivent pas à, facilement produire, créer du langage inclusif. Et c'est grave en anglais, mais c'est encore beaucoup plus grave en allemand ou en français, par exemple, dans les langues genrées, parce que vraiment le masculin générique, c'est quelque chose, que ces outils ne comprennent pas du tout. Pour ça, justement, nous, on a créé Viti, ça détecte les biais et ça enseigne aussi un comportement inclusif dans ce monde du new work, comme on l'appelle souvent. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on apprend en travaillant. C'est pas un training que vous devez faire à part, mais c'est pendant que vous travaillez parce qu'en fait, c'est un outil qui est intégré soit sur votre navigateur, soit sur, Microsoft Word et Outlook ou Copilot. Et puis ça marche en différentes langues, en ce moment en anglais, allemand et français et puis bientôt en espagnol et italien. Et qu'est-ce que c'est vraiment? Pour ça que j'ai, apporté une petite vidéo. Et voilà, vous écrivez votre texte et ici, on est dans LinkedIn. Donc, comme je vous ai dit, c'est sur le navigateur. Donc, partout où vous êtes et que vous êtes en train d'écrire sur une interface qui est en ligne, Wiki, ça, vient directement regarder ce que vous êtes en train d'écrire et puis analyse ce que vous écrivez et puis après détecte les biais en soulignant les mots. Et vous voyez ici, il y a des différentes couleurs. Orange, ça veut dire que c'est un biais assez grave, qu'il faudrait vraiment le corriger. En jaune, ça veut dire que c'est un biais qui est peut-être un peu moins grave ou un peu moins évident. Nous, logiquement, on recommande aussi de le corriger, mais à la limite, faites d'abord les oranges et puis après les jaunes.
Et puis vous voyez aussi des choses soulignées en vert, hein, par exemple là, équipe ou nous avons besoin de. Ça veut dire que ce sont des mots qui sont déjà inclusifs parce qu'on a réalisé que pendant que vous écrivez, vous voyez aussi des mots qui sont soulignés en vert. Bah, ça veut dire que vous là, vous dites: «Ah OK, ça c'est cette sorte de mots que je devrais utiliser de plus». Donc c'est aussi un apprentissage à travers ce que vous faites déjà bien. Et puis voilà, une fois, vous dites: «OK, ça je veux corriger», vous cliquez dessus. Vous verrez un petit en quelques mots, une explication, quel est le problème de ce mot ou derrière le mot. Si vous voulez en savoir plus, il y a encore une vidéo aussi derrière, 30 secondes qui explique l'historique du biais pour qu'on comprend vraiment. Parce que ça, on a réalisé, c'est que, ben, nous, on a appris, comment écrire, non, dans les années 90 ou je sais pas quoi. Bon, 90 comme on dit en France et puis, ça n'a jamais été dit que c'est mauvais, non? Et puis on a appris ça et puis maintenant si tout à coup on dit aux gens: «Non, mais ça tu peux plus écrire, c'est faux, il faudrait plutôt écrire ça». Souvent en fait, ils se sentent un peu agressés les gens, hein. Alors ils aiment pas d'être corrigés de telle façon donc mais si on explique pourquoi, d'où ça vient, pourquoi on a été socialisé, de cette façon, c'est là vraiment qu'ils arrivent à accepter le changement et qu'ils acceptent de changer le mot aussi. Bah, voilà, maintenant j'ai compris. En bas, j'ai des différentes alternatives. Je choisis celle qui marche le mieux dans le contexte. Je clique dessous et puis voilà, maintenant c'est directement intégré dans ma phrase et j'ai changé la phrase pour qu'elle soit inclusive. Ça, c'est Viti, en très court comme ça marche vraiment partout et ça marche en temps réel. C'est très important à comprendre. Parce que comme ça, c'est pas vous qui devez déjà faire la recherche, comment détecter les mots biaisés et puis aussi vous devez pas faire les recherches de synonymes parce que ça prendra beaucoup, trop de temps. Ce que offre Wiki aussi, c'est, vous arrivez à rendre plus cohérent le langage d'entreprise parce que déjà vous pouvez Wiki analyse plus que 50 dimensions de diversité et vous pouvez configurer selon, votre langage d'entreprise, vos préférences, c'est-à-dire quelle sorte de dimension vous voulez analyser le plus et vous pouvez même définir justement la profondeur d'analyse. Donc c'est cette différence entre orange et jaune parce que ce qu'on a aussi vu, c'est que les gens, si tout de suite tout est souligné, ils sont un peu submergés et puis de nouveau c'est cette réaction: «Ah je veux pas». Mais si vous faites ça pas à pas, ça va beaucoup mieux. Mais vous pouvez aussi créer en Viti votre propre vocabulaire, c'est-à-dire vous sauvez vos propres directives linguistiques d'entreprise, parce que Viti couvre pas tout, couvre, probablement pas votre langage d'entreprise et ce qui est sûr, si vous faites ça, bah, tout à coup, votre directif, de langage, de marque n'est plus seulement sur un papier, mais ça devient directement applicable partout où les gens, écrivent. Et puis finalement, mais ça c'est très important pour le français, vous déterminez aussi comment vous gérez le générique masculin. Il y a, comme Charlotte a bien dit, il y a différentes possibilités de le faire et chez nous, chez Witty, vous pouvez déterminer comment vous voulez gérer ça et puis comme ça sera disponible pour tout le monde. Surtout avec Wiki, comme c'est un outil digital, c'est donc une extension, bah, c'est très vite, distribuable dans toute l'entreprise. Tout le monde peut écrire avec Wiki, ce qui vous assure que tout le monde est cohérent, dans son langage d'entreprise. Finalement, et ça c'est très important pour tous les gens qui sont responsables de diversité, égalité et inclusion, c'est que vous recevez aussi des données sur les biais organisationnels. Parce que comme vous le savez, avec des enquêtes, vous ne pouvez pas mesurer les biais inconscients, c'est inconscient. Et donc on ne peut pas demander les gens: «Est-ce que tu as un biais inconscient?» Mais, en fait, les biais inconscients, ça, transgresse dans le langage pendant qu'on est en train d'écrire et ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer ici. Comme par exemple, vous voyez cette équipe-là, ben, elle fait pas mal, d'erreurs dans le langage agentique où elle tombe dans ce piège de biais de langage agentique. C'est donc un langage qui, dissuade les gens qui sont socialisés pour la coopération et puis vous voyez ici, ah waouh, OK, cette dernière année, on l'a utilisé 4000 fois des mots qui sont langage agentique, donc on dissuade vraiment pas mal de talents ou de clients, clientes
Et puis aussi sur, vous voyez même la courbe d'apprentissage. Donc après avoir vu ça, vous faites une session ou vous faites une discussion à votre équipe et on met à votre disposition plein de recherches pour que vous puissiez bien discuter de ces questions et puis après vous pouvez voir, OK, est-ce qu'on a vraiment appris quelque chose? Ah là, c'est arrivé, on a fait la réunion, c'est beaucoup tombé, mais là, ça a un peu repris de nouveau, donc il faut peut-être répéter de nouveau, une petite discussion. L'important, c'est que là, vous avez, des informations sur les billets organisationnels. C'est un reporting, que vous pouvez aussi utiliser pour le Corporate Social Responsibility Directive de l'Union européenne, où vous devez rendre ces ces rapports à partir de 2025. Et puis juste pour les résultats, donc ce qu'on a vu, c'est que nos entreprises qui utilisent Witi, ils arrivent à recevoir 3 fois plus de candidatures de talents divers. Donc pour le recrutement, c'est vraiment très important. Si vous écrivez déjà inclusivement, mais vous faites ça manuellement, avec Witi, vous arrivez à être 12 fois plus vite. Donc pour une entreprise de 2 500 personnes, ça veut dire qu'ils sauvent 110 000 € par an. Et puis surtout important, à ce qu'on a discuté avec Charlotte aussi, c'est qu'après 2 jours déjà, les gens commencent à être plus conscients de leur propre biais. Donc il y a tout un travail de mindset qui commence à jouer aussi parce que le langage influence comment nous on pense, comment nous on se comporte et puis après 2 semaines, en fait, cet apprentissage va même être appliqué dans la vie réelle aussi. Donc je vais dans un prochain rendez-vous et je vois, en fait, où tout à coup je pense: «Ah peut-être cette personne elle est neurodivergente, donc il faudrait peut-être que que j'adapte mon comportement». Donc la langue crée la culture, la langue elle crée aussi comment nous on se comporte et ça fait une grande, le langage, comment on l'utilise, ça fait une grande, influence sur notre culture d'entreprise. Voilà, alors ça c'est Witty, en très vite que je voulais vous montrer. Donc c'est un outil digital pour résoudre ce problème et puis, là j'aimerais bien vous partager une prochaine, Mentimeter. Donc, à quoi sert non, ça c'était la première. Je renote. Voilà. Où est-ce que vous voyez des barrières d'introduire un outil digital dans votre entreprise? Donc, vous avez entendu plein de choses de Charlotte et de moi. J'aimerais bien savoir de vous un peu de ces différentes options. Où est-ce que vous voyez des barrières? Les avantages pour les entreprises sont incertains. Ouais, c'est vrai, on discute souvent de ça avec nos clients et je peux vous dire que seulement après quelques jours, ils voient, OK, ça fait une très grande différence si on a un outil. Et je veux pas dire ça doit pas être forcément Witty, hein, mais si on a un outil qui est toujours là en train d'aider, ça aide beaucoup. Résistance de certains employés, oui, on le voit, c'est comme un peu dans chaque changement de culture, je dirais, il y a toujours à peu près 15 à 20 qui sont très critiques et puis c'est vrai, il faut avoir des réponses à ça. Nous, ce qu'on voit souvent et ce que Charlotte a aussi mentionné, que si au début on fait des petites formations pour expliquer qu'est-ce que le biais inconscient et comment, ça influence la langue. Souvent, en fait, on arrive à gérer cette résistance. Et puis, résistance des responsables de politique et de la sécurité des données, oui, c'est clair, parce que c'est souvent des outils digitales, il faut en parler de ça, surtout avec les lois qu'on a en Europe. Je peux vous dire que nous, on travaille ensemble avec, le ministère de la Défense en Suisse. On a passé ces différents ces différents, tests, épreuves, donc c'est clair, il faut construire un outil de façon que ce soit, avec ouais, que ça corresponde aux lois
Et puis les coûts et les budgets, je pense ça c'est un problème qu'on voit souvent en diversité et inclusion. En général, les budgets sont pas encore forcément là. Donc je crois aussi ça, c'est un développement qu'on voit que le budget est de plus en plus augmenté dans diversité et inclusion parce qu'il y a plein d'entreprises qui commencent à réaliser que c'est comme la digitalisation, c'est quelque chose où il faut du budget parce que ça a une, influence directe, sur la performance, de l'entreprise. Bon merci. Passons, au prochain interview, au prochain point du programme. Et pour ça, je me réjouis de pouvoir, souhaiter la bienvenue à Louise. Avec Louise, je vais parler sur pourquoi la culture et le langage inclusif sont-ils essentiels pour propulser les marques LVMH. Et puis pourquoi je parle avec Louise sur ça? Parce qu'elle, elle est Program Manager du programme d'accélération de LVMH qui s'appelle la Maison des Startups. Sont localisées à la station F à Paris. Et puis dans ce rôle, elle veille à que les startups sont bien guidées pendant le programme, surtout, et elle les met en contact direct avec les 75 maisons de LVMH. D'ailleurs, WityWorks, nous, on est très fiers d'avoir été choisis, de faire partie de cet accélérateur. Et puis, avec 29 autres startups, on est maintenant en train de faire toutes ces connexions avec les maisons de LVMH. Et je veux dire, Louise est vraiment une spécialiste, une experte sur l'innovation et parce que c'est une grande valeur clé chez LVMH. Et puis, c'est pour ça que, ouais, LVMH et les maisons de LVMH collaborent beaucoup avec les startups pour créer une situation win-win. Alors Louise, bienvenue. Merci. Merci d'être là avec nous. Est-ce que tu pourrais, nous présenter les programmes d'innovation du groupe? Bien sûr, bah déjà, merci Nadia pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Nadia, je suis Louise, programme manager de l'accélérateur de start-up, la Maison des startups LVMH, qui est donc un des programmes innovation du groupe LVMH. Je ne sais pas si c'est utile ou non de le rappeler, mais du coup, LVMH est le groupe leader dans l'industrie du luxe, avec plus de 75 maisons différentes dans des verticales très diverses, qui vont de la mode avec des marques très connues comme Vuitton, au parfum, à la distribution sélective, tout ce qui est également joaillerie, etc., pour n'en citer que quelques-unes. Et donc, au sein de cet énorme groupe, on a plusieurs programmes d'innovation, et donc, un d'entre eux est la Maison des startups. Donc, c'est un accélérateur de startups qui a été créé en 2017 et qui est basé à Station F. Pour ceux qui ne connaissent pas, Station F, c'est en termes de nombre de startups, le plus grand accélérateur de startups au monde. C'est basé dans le 13e arrondissement à Paris. Et donc, l'idée, c'est que chaque année, on va aller recruter une trentaine de startups. Donc, Witty est une de nos startups de l'année. Et l'objectif, c'est d'aller les connecter avec les maisons du groupe. Donc, pour ça, il y a un premier jalon qui est le LVMH Innovation Award qui a lieu à Vivatech, qui est un gros salon qui est basé à Paris également d'innovation. Et donc, on va présenter nos startups au moment de Vivatech. Et après, pendant un an, on va aller travailler avec les startups. L'idée, c'est vraiment de créer des collaborations business, de créer des synergies entre les startups comme Witty qu'on recrute, pardon, et les maisons du groupe. Et donc, il y a plusieurs formats qui vont nous permettre cette mise en relation. Ça va être des gros événements d'innovation, ça va être des pitchs, des startups comme Witty devant les maisons, ça va être le mentorat, donc Witty comme toutes les autres startups est mentoré par une des maisons du groupe. Et donc, notre objectif à la fin de l'année, c'est d'avoir incorporé la solution WityWorks au sein de plus de maisons possibles au niveau de LVMH. Cool, on se réjouit beaucoup. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les tendances clés en matière de diversité et d'inclusion que tu vois évoluer dans le secteur du luxe? Ouais. Alors là-dessus, donc juste pour préciser, WityWorks a été choisi parmi 1500 startups qui ont candidaté au programme cette année. C'était le record de candidature. Donc je suis très fière de vous aider et on est ravis de vous avoir dans le programme. Euh, pour vous parler un petit peu des tendances, je vais vous parler de la façon dont on recrute les startups. En fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que si on a choisi WityWorks et si on a choisi les 29 autres startups, c'est vraiment pour les faire matcher avec les besoins
en innovation du groupe. Donc, chaque année, on fait ce qu'on appelle au sein de l'équipe Open Innovation un Innovation Needs Review. Ça veut dire qu'on va aller interviewer les 75 maisons du groupe et qu'on va leur demander quels sont vos besoins prioritaires en termes d'innovation, quelles sont les grandes tendances d'innovation et quels sont les roadmaps. Et donc l'année dernière, quand on l'a fait, on a eu plusieurs besoins qui nous ont permis d'aller après recruter WittyWorks. Par exemple, il y a plusieurs maisons qui nous ont demandé d'avoir des fiches de poste plus inclusives. Il y a eu des gros besoins exprimés sur la parité. Alors, pas forcément sur tous les postes, mais sur certains postes, notamment les C-level. Il y a eu améliorer le nombre de personnes en situation de handicap qui travaillent chez nous. Le fait de pouvoir recruter dans tous les milieux, toutes les écoles, et pas non plus, et pas seulement les écoles les plus élitistes. Et il y a eu un besoin très clair qui est remonté des maisons, qui est le fait d'avoir des outils pour les employés, pour qu'ils puissent être autonomes en tant que collaborateurs sur la façon dont ils souhaitent être inclusifs. Et donc ça, c'est des besoins précis auxquels WittyWorks répond, et c'est pour ça qu'on les a recrutés. Et puis, c'est de nouveau très intéressant que tu dises les besoins là qui sont venus, c'est justement dans plein de différentes dimensions de diversité, hein, on parle pas que juste du genre, de nouveau on parle de différences socio-économiques, on parle de handicap, donc c'est vraiment très large de nouveau parce que là, et je crois que c'est vraiment quelque chose que si vous partez de ce webinaire, de comprendre que l'inclusion, ça touche à plein de différentes dimensions de diversité. Et puis, maintenant, toi, comme nous, on est souvent en contact, tu as déjà présenté Viti à plusieurs maisons de LVMH. Qu'est-ce qui a particulièrement séduit le jury de l'accélérateur, comme aussi les maisons de LVMH à propos de Witi? Alors, cette année, comme l'année dernière, la grande tendance, c'est l'IA, donc le fait d'avoir cette dimension liée à l'intelligence artificielle au sein de Witty qui nous permet de l'inclure de façon très scalable dans plein de maisons pour un nombre très élevé de collaborateurs sans avoir des coûts très élevés, évidemment, c'était très important. Le fait que Witty devienne multilingue, donc pour rappel, LVMH c'est vraiment un groupe et multilingue et multiculturel. Du coup, certains des sièges de nos maisons, comme Tiffany par exemple, sont aux États-Unis, d'autres sont en Italie, d'autres sont en France. Donc l'idée c'est que on doit travailler vraiment dans une ambiance multiculturelle. Et donc ça a été un des points qui fait que Witty paraît très utile. Euh, tout ce qui est aussi donner des chiffres concrets sur la mesure des billets. Parce que, évidemment, on parle beaucoup de diversité, mais c'est parfois très compliqué d'avoir des données concrètes. Et le fait que, en utilisant Wiki, ça va nous donner à la fin des KPIs très complets sur la mesure de nos billets pour qu'on puisse en devenir conscient assez rapidement, ça a été un point important. Et si je devais juste citer un use case qui plaît le plus à nos maisons quand je leur présente Wiki, c'est vraiment le côté attraction des talents avec les fiches de poste inclusives. C'est un use case très précis euh, qui est le plus demandé en fait par les maisons. Celui d'attirer du coup des profils très divers grâce à des fiches de poste avec un langage inclusif. C'est intéressant parce que je veux dire, comme moi, et j'ai juste été à Paris pendant qu'il y avait Fashion Week, et puis dans Fashion Week de Paris, c'est super inclusif. Je veux dire, il y a des modèles de toutes sortes, hein, et c'est vraiment, moi, je trouve la mode, elle est toujours à l'avant-garde. Si on parle de l'inclusion, on voit vraiment maintenant tout sur le catwalk, ce qui est absolument génial. Et puis en même temps, quand même, il y a ce use case de recrutement qui semble être difficile pour s'assurer que vraiment on recrute aussi de façon diverse. Comment tu t'expliques cette différence? Encore, je veux dire, peut-être elle va bientôt disparaître, mais Eh ben, j'espère qu'elle va bientôt disparaître, c'est un peu le but. Évidemment, il faut une cohérence entre ce qu'on montre, par exemple, en extérieur et ce qui se passe aussi en interne. On ne peut pas montrer des choses à l'extérieur et avoir une culture très différente en interne. Et c'est là où l'utilisation d'une startup comme WittyWorks peut être hyper intéressante. C'est aussi sur modifier la culture interne de l'entreprise et non pas seulement ce qu'on affiche en termes de communication. oui, Donc, autant pour l'interne que pour l'externe, je pense que la solution est intéressante. ouais.
Ouais, et ça, on voit beaucoup aussi. Nous, on a beaucoup été actifs dans la région de Dach, et puis souvent, on voit pour le mois de Pride, par exemple, il y a plein d'activités. Les grandes entreprises font des activités, mais souvent, en fait, après ça, c'est pas repris pour aussi changer à l'interne. C'est souvent seulement comment dire, des activités vers l'externe, et ça commence à être pas mal critiqué aussi par ces différentes communautés qui disaient, ouais, ça marche pas, hein, tu peux pas dire quelque chose vers l'extérieur et ne pas changer l'intérieur. Donc, je pense maintenant, il y a aussi une pression de ces communautés qui va venir de plus en plus. Euh, et puis, selon toi, comment est-ce que le langage inclusif et la diversité contribuent-ils à l'image et au succès des marques LVMH dans ce marché global? Je veux dire, les LVMH, c'est vraiment partout. Comment tu sens ça dans ces différents pays? Ouais, en effet, comme on le disait, et puis Charlotte le disait au début du webinaire, l'écriture inclusive, ça peut aussi permettre d'améliorer la compréhension entre des personnes qui ne parlent pas à l'origine le même langage. Moi, je pense que le succès que peut nous apporter une startup de façon personnelle, hein, comme Wittyworks, c'est vraiment dans la façon dont on s'adresse aux nouvelles générations, c'est-à-dire à la fois aux nouveaux talents. Donc là, on est vraiment sur le recrutement, sur l'interne, sur le fait que du coup, on a une culture d'entreprise qui devienne inclusive, mais aussi la façon dont on s'adresse aux nouvelles générations dans le terme de nouveaux consommateurs. Donc c'est vraiment le point qui me semble le plus important. On parlait des facteurs qui pouvaient ne pas faciliter la mise en place des problèmes, etc. Je pense que pour les nouvelles générations, ça va être cette culture inclusive, ce langage inclusif va être particulièrement clé. Et la rétention de talent, c'est un sujet majeur de la plupart des grands groupes. Voilà, on sait que recruter des gens, ça coûte de l'argent, que les former, ça coûte de l'argent. Et donc recruter les bonnes personnes et une fois qu'on les a recrutés et leur permettre de rester parce qu'ils sont en accord avec cette culture, je pense que c'est un des points clés que la solution Multiworks apporte. Ouais, là, il y a vraiment fait des études très importantes sur ça. On a vu que 50% des gens, people of color, s'ils ressentent un biais dans l'entreprise, en fait, ils quittent tout de suite l'entreprise. Donc, c'est vraiment un nombre très grand. On sait aussi que de la génération 7, 80% de regardent si l'entreprise a une culture inclusive. Si ce n'est pas le cas, ils postulent même pas. Et puis, on a aussi vu que ça, c'est aussi vrai pour les consommateurs de la génération Z. C'est vraiment s'ils voient dans la pub que c'est pas inclusif, 70% de la génération Z n'achètent pas le produit. Donc, Mm. c'est vraiment des résultats de ces études super importantes pour comprendre qu'en tant que marque, soit de consommateur, soit d'employeur, c'est très important pour comprendre cette génération Z qui va être déterminant pour le marché du travail. Et puis, on ne peut pas laisser de côté qu'eux, ils ont grandi avec une diversité beaucoup plus grande déjà dans leur classe et tout ça, que maintenant, ils voient ça comme quelque chose qui doit être là, quoi, qui est un standard. Et s'ils voient ça pas dans les entreprises, ils n'ont pas envie d'aller travailler là ou d'aller acheter là. Donc, Exactement. merci beaucoup. Louise, merci beaucoup, beaucoup pour ton expertise dans ce domaine. Et puis, je vais maintenant ouvrir aussi la discussion au public, que j'aimerais bien. S'il y a des questions maintenant, dans le webinaire, c'est toujours un peu difficile de donner la voix aux gens. Je vois qu'il y en a plein maintenant. Et puis, s'il vous plaît, vous avez en bas soit un petit icon qui dit Q&A. Donc, vous pouvez écrire vos questions dans ce Q&A, ou encore, vous pouvez aussi demander que vous parlez. Et puis, c'est Barbara, notre administratrice, qui vous donnera le droit de parler. Donc, quelles sont les questions? Je pense que Charlotte et Louise et moi-même, nous sommes très curieuses de savoir qu'est-ce que vous aimeriez bien savoir. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose? Ah, ok, on a la première question là.
OK, on a une très, intéressante question de Evelyne et puis elle demande: «Le marketing est fortement basé sur les stéréotypes?» Ça, je sais parce que mon mari travaille dans l'advertisement depuis des années et il sait que c'est plus facile à vendre quelque chose si on tombe exprès dans les stéréotypes et puis mais ça, il faut en finir avec. Comment on peut contourner ce biais? Maintenant, je sais pas, est-ce que Charlotte, est-ce que tu sais, tu veux en répondre sur ça? Mmh. Bah, j'allais dire, ce que tu étais en train de dire, c'est-à-dire que actuellement, il est fortement basé sur les stéréotypes et peut-être qu'il est temps que ça change, justement, et qu'on peut avoir un marketing qui soit, impactant et inclusif. Il y a pas de raison, en fait. Maintenant, voilà, comme les enjeux sont quand même importants pour le marketing, hem, c'est une question peut-être d'équilibre, aussi à trouver et d'avoir, un marketing qui soit aussi cohérent avec l'image de marque et inclusif. Donc ça, c'est aussi un travail à faire, je pense, hem, à savoir où est-ce qu'on place les curseurs sur la diversité et l'inclusion? Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Sans pour autant, transformer complètement, le message de marque qu'on a. C'est un travail qui porte plus que sur le langage, je pense, mais sur, l'image de marque de manière générale et puis ça peut aussi permettre justement de se démarquer de, toutes les personnes qui, enfin toutes les entreprises qui utilisent ces mêmes stéréotypes, et qui du coup, ben, voilà, en ayant une publicité, en ayant une communication, en ayant des messages marketing qui soient différents, ça peut permettre de se démarquer aussi, de se différencier aussi. Je sais pas si Louise, tu voulais, Ouais, justement, j'allais apporter ton demander Louise, éclairage? est-ce que votre prise Non, de je suis complètement d'accord avec toi, Charlotte. Il y a un point supplémentaire aussi, c'est d'être conscient de ces biais, parce que parfois c'est juste de la reproduction et voilà, on a l'habitude de faire des pubs comme ça, du coup on change pas. Et c'est vrai que la prise de conscience des biais, et c'est pour ça une fois de plus que les datas post-utilisation de Work sont importants, se dire ok, là je me rends pas compte, mais en fait mon équipe, mon entreprise ou moi-même, on a un problème sur ce biais-là, ce biais-là, ce biais-là. Et je pense que c'est, nécessaire, de prendre conscience de ces biais pour après pouvoir les changer, dans le marketing. Oui, ouais, complètement. C'est ouais, un peu l'élément de base, c'est de savoir, de prendre conscience des biais qu'on a pour ouais. ensuite changer. Parce que si on explique que voilà, maintenant on peut plus dire ça, on doit dire ça, sans expliquer pourquoi ça relève d'un biais et potentiellement inconscient, enfin généralement c'est quand même très inconscient, c'est sûr que ça génère aussi un peu de l'incompréhension et c'est de résistance au changement. Donc le fait de faire évoluer ces pratiques, ça passe vraiment par, prendre conscience de ces biais, ouais. Et je crois qu'il faut aussi dire aux marques quand on voit quelque chose. Il y a une des plus grandes banques en Suisse, PostFinance, il y a encore, je sais pas moi, 5 ans comme ça, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine de diversité et inclusion, ils ont beaucoup mis des pubs qui ont montré que des hommes, hein, c'est parce que c'était un Mmh. produit bancaire. Puis moi, je leur ai dit plusieurs fois: «Et ça va pas du tout, parce que c'est tous des produits que vous pourriez vendre à moi aussi». Donc je crois que c'est aussi important de scrutinise les marques, pour ça et puis de Mmh. vraiment dire pour qu'ils prennent aussi eux conscience. On a une autre question, et puis, serait-il possible d'intégrer d'autres langues sur Wikiworks dans le futur? Cette question vient d'Anna Peppercorn. Oui, nous, on est donc, en train de travailler sur différentes, langues et puis, si vous nous contactez et puis vous avez une préférence pour une langue, dites-nous seulement. En tout cas, pour nous, c'est clair que le prochain, c'est italien et espagnol et on est aussi en train de parler sur, le néerlandais. Parce qu'on sait, c'est un pays très avancé par rapport à ça. Donc, contactez-moi et puis je suis, ravie d'en discuter. Et puis, on a une question de nouveau d'Evelyne. Les personnes non binaires se sentent-elles prises en compte dans les formes somme toute binaires telles que les collaboratrices et les collaborateurs? Est-ce que Charlotte, tu veux peut-être en parler de ça? Oui, alors, la réponse est non, tout simplement, parce que, beh, justement, c'est très binaire d'avoir les collaboratrices et les collaborateurs. Donc si on veut inclure les personnes non binaires et c'est aussi, l'intérêt du langage inclusif, l'idée est de peut-être de partir sur des formulations comme, les équipes, le personnel, nous, l'entreprise et cetera qui,
qui sont pas ou alors du point médian. Hem, L'avantage de cette forme-là, du masculin et du féminin, c'est que ça met en avant le féminin aussi. Donc ça peut permettre de varier les formulations en utilisant, par exemple, là, ce doublet et puis par la suite, d'utiliser, nos équipes. Enfin voilà, il y a pas qu'une seule alternative en fait et Hem, une alternative à collaborateur, vous n'avez pas forcément besoin de la répéter partout la même, dans le paragraphe ou dans la page, web. Ça peut être, vraiment l'idée, c'est de diversifier aussi les alternatives pour avoir aussi un texte qui soit agréable à lire. Parce que c'est vrai qu'en particulier en français, on n'aime pas trop les répétitions. Donc on est quand même, plutôt, friand des synonymes. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de reformuler, de trouver des manières, de reformuler qui soit, inclusive pour les personnes qui sont sur tout le spectre du genre et pas juste, s qui se reconnaissent comme, genre féminin ou masculin, mais d'avoir vraiment, toutes les personnes et aussi les personnes qui ne se reconnaissent dans aucun genre. Voilà. Mmh. Cette question du genre, elle est importante. C'est pour ça aussi qu'on a pas mal dans Wiki de propositions, de termes qui sont neutres sur le plan du genre, de Ouais. mots, épicènes pour être, Justement, épicène, si jamais c'est un nouveau terme que vous avez jamais entendu, ça s'appelle langage épicène, donc c'est pas les clients, mais la clientèle et puis, ça aide beaucoup, d'ailleurs dans toutes les langues, hein, ça existe aussi Mmh. en allemand et puis, ce que je voulais aussi, additionner ici, c'est que, en anglais, on appelle ça un gender swapping, c'est-à-dire une fois on utilise cette forme et une autre fois on utilise cette forme. Et ce que ça peut vraiment aider, c'est d'entraîner, notre cerveau à penser autrement. Donc c'est-à-dire dans un texte où vous mentionnez des développeurs, mais vous mentionnez aussi des managers, par exemple, vous pouvez, ou des acteurs, disons, vous pouvez une fois écrire ça, les acteurs en forme, masculin, mais pour les développeurs qui sont dans notre tête, surtout des hommes, vous écrivez exprès les développeuses. Comme ça, le cerveau, en fait un peu: Quoi? Ah oui, c'est vrai, c'est possible aussi» et puis ça aide vraiment à entraîner le cerveau pour voir d'autres images aussi, Mmh. internement. Mmh mh. Puis ça passe aussi par les images qui accompagnent les textes, qui sont aussi importantes, que le texte. Tout à fait. On a encore une, question par rapport à la Suisse, c'est Karine Roussillon qui demande en Suisse avec notre 4 langues nationales. Donc on va jamais faire Luigi en romanche, ça c'est sûr, parce que c'est trop compliqué. Mais en italien, comme j'ai dit, ça va venir. On sait que nos écrits en français seront aussi lus par des non-francophones. Du coup, les écrits avec le point médian deviennent difficiles à lire. Et je sais que souvent, cet argument vient aussi pour, les gens qui sont dyslexiques, par exemple, qui Mmh mh. disent: «Avec le point médian, ça devient très compliqué» et c'est aussi ça après ça devient exclusif pour ces gens-là et puis ça, c'est pas l'idée, hein, le langage inclusif, ça devrait vraiment inclure tout le monde. Charlotte, qu'est-ce que quand tu dis? Déjà sur le plan des personnes qui ont des troubles dys, donc dyslexiques, dysorthographiques et cetera, juste préciser qu'en fait toutes les personnes, qui ont ces troubles-là n'ont pas la même difficulté de lecture avec le point médian. Pour certaines personnes, ça change rien du tout. Pour d'autres, ça complexifie la lecture et pour encore d'autres, ça simplifie parce qu'en fait, ça met, le féminin, la terminaison du féminin, ça le sépare du reste du mot et du coup, le mot est plus facile à comprendre en termes de structure. Donc juste voilà, se rappeler que c'est pas, une expérience, générale des personnes qui ont des troubles dys. Et pour le point médian et ben, c'est tout à fait possible de l'utiliser, par exemple, uniquement quand il y a juste une lettre après comme, salarié, point médian E, qui est moins compliqué à lire quand on n'a pas l'habitude que collaborateur, point médian, trice, qui là, crée peut-être plus, une rupture dans le mot. Et puis, l'utiliser avec parcimonie en fait, tout simplement. C'est-à-dire que quand on souhaite l'utiliser pour, montrer par exemple, le langage inclusif et le rendre vraiment visible ou, pour avoir des textes qui soient plus courts, pour, sur une affiche par exemple, enfin voilà, ça peut c'est possible de l'utiliser et puis, tout le reste du temps, utiliser d'autres formes. En fait, c'est tout à fait possible de s'en passer. Ça nécessite
de reformuler davantage les phrases, de retravailler la manière dont on rédige, mais c'est des choses qui peuvent, tout à fait se faire. C'est vrai que moi, je suis pas particulièrement, friande du point médian partout. Quand il y a plusieurs points médians par phrase, je trouve ça aussi moins lisible et pourtant j'ai l'habitude de lire le point médian, donc je le lis sans souci, mais je trouve que pour des personnes qui sont pas habituées, ça crée quand même un peu disons une différence avec les habitudes de lecture classique et qui peuvent aussi générer un peu soit de frustration, soit voilà, de dire: «En fait, moi, j'arrive pas à lire ça, donc je me ferme complètement à l'écriture inclusive, enfin, au langage inclusif» et comme c'est pas l'objectif, mais voilà et il y a une étude qui a montré aussi que en fait, les personnes butent sur la première lecture du point médian, mais qu'après, petit à petit, en fait, le cerveau s'habitue et puis, on le voit presque plus, donc voilà. Mais en tout cas, c'est possible de s'en passer si on le souhaite. Ça, bien sûr, il y a pas de souci avec ça. Ça nécessite de reformuler, quoi. Mais c'est tout à fait possible d'utiliser des termes, comme tu disais, des termes épicènes. Super. Merci beaucoup parce qu'on est juste avant la fin. Juste encore une toute petite question pour les 2, Louise et Charlotte. Très vite, comment voyez-vous l'évolution du langage inclusif dans les entreprises françaises dans les prochaines années? Allez, Charlotte, je te lance d'abord et puis après Louise pour point final. OK, alors j'espère que ça va devenir la norme. C'est mon envie en tout cas. Je vois que c'est quand même de plus en plus utilisé donc j'ai bon espoir et puis voilà, on voit quand même de plus en plus de campagnes de pub, notamment, voilà dans le métro à Paris, écrit en inclusif, avec, notamment des points médians donc moi je vois un bel avenir pour le langage inclusif en tout cas. D'accord. Merci beaucoup. Complètement. Je suis complètement d'accord avec toi, Charlotte. C'est aussi mon envie. Et pour finir, je pense que ça devrait devenir la norme à la fois, et je réinsiste sur cette notion, sur l'interne comme sur l'externe, pour communication interne et usage interne, c'est-à-dire dans les mails qu'on s'envoie, tout ce qui est interne, comme sur ce qu'on reflète à l'extérieur. Les deux points Mmh. sont importants. Merci beaucoup. À vous 2 d'être, avoir été avec nous, c'était très intéressant. J'espère que pour tous les visiteurs et visiteuses aussi. Et puis, il y a une question, est-ce qu'il est possible d'avoir le PowerPoint? En tout cas, on va vous envoyer tout ça, le PowerPoint ainsi que aussi, l'enregistrement, de ce webinaire et comme ça, vous pouvez le distribuer internement. Allez, je vous souhaite à tout le monde une super bonne journée et merci encore aux 2 Merci. expertes d'être là Merci, Bonne et journée. puis à bientôt. Au à revoir. bientôt, bonne Journée. journée à tout le monde.